Un truc à vous. Ah oui, alors, si tu veux, on parle à côté de... Je pense que pas de filmer, c'est pas la peine. C'est après que ça devient intéressant. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être venus. Alors, j'ai pas préparé les slides, donc je vais essayer de le faire comme ça en live. Donc merci d'être venus pour cette soirée. On va parler de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et tout ça. Merci à Elodie de nous accueillir. Je ne sais pas si je veux dire un mot, donc tu le représentes. Merci aussi à eux de nous payer l'apéro après. Merci à nos sponsors. Ici pour l'apéro. Merci. On n'en a pas. Pas de sponsor. Pas trop. Ah bah si, il y a quand même le JetBrains. Ah, il y a des licences. Si on pense à faire gagner des licences, Les sponsors, ils nous donnent des... pas des sous. ils nous donnent des licences. Oui, par contre, on en a une. Non, on en a ça en fait. Fallait venir en dernier. Donc, ouais, sur les soirées, alors on a une soirée qui est prévue en septembre, on est en train de se préparer pour septembre. Si vous avez des choses, pas exactement le sujet, mais si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir ou vous aimeriez présenter à la rentrée, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant les vacances, on va s'arrêter. C'est la dernière session. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, on boira un coup après. Et puis, je vous laisse vous présenter. Et puis, merci de merci de venir faire cette présentation. Alors, déjà, merci d'être là. J'en déduis que vous n'avez pas encore marre d'entendre parler de ChatGPT, donc ça me fait plaisir, parce que justement, on va vous en parler. Moi, je vais essayer de vous donner des clés pour mieux comprendre le buzz, et Guillaume, qui est là, il va essayer plutôt de vous donner des clés pour mieux l'utiliser en tant que dev. Alors, rapidement, en 2 mots, donc moi, je m'appelle Marie-Alice Blett, je travaille chez Worldline, et donc je suis avec Guillaume Cotter, qui est aussi chez Worldline dans mon équipe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Worldline? Quelques-uns. En 2 mots, j'imagine que vous utilisez votre carte bleue de temps en temps. Vous utilisez nos services sans le savoir. En fait, on est le principal opérateur de paiement en Europe. Donc, dès que vous faites un paiement par carte bleue, il y a de fortes chances que ça passe par nos services. Et donc, au sein de Worldline, on est dans une équipe de R&D qu'on appelle Labs parce que c'est plus cool que R&D. Et plus précisément, nous, on est une équipe spécialisée en IA et data. Voilà. Et on est une équipe mixte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme moi, ont des profils plutôt dev. Moi, à la base, j'ai fait 10 ans de dev Java, c'est un peu pour ça que je connais le Jung. Et dans notre équipe, il y a aussi des gens qui ont un profil plus data scientist comme Guillaume. On a des gens qui ont des doctorats en IA, voilà, des chercheurs pur et dur en intelligence artificielle. Et ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un peu ma vision de dev dans ce monde de data science et de chercheurs. Et puis si vous avez des questions compliquées, ça sera pour Guillaume. Alors, tout au long de cette présentation, j'ai essayé de vous faire voter entre illusion et réalité. Vous avez remarqué que c'est le titre. On va faire juste un petit test pour se mettre en jambe. Donc, première question, ou plutôt première affirmation, ChatGPT est partout, dans tous les médias, toutes les conversations. Est-ce que vous pensez que c'est une illusion? Est-ce que vous pensez que c'est la réalité? Ouais, voilà, vous pouvez lever la main, on est d'accord. Tout à l'heure, je disais à Guillaume que nous, dans notre équipe, en fait, on est un peu les schtroumpfs. Au lieu de dire schtroumpf dans nos phrases, maintenant on dit ChatGPT depuis décembre. Alors, on va regarder quelques chiffres. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça passer. ChatGPT a tiré 1 million d'utilisateurs en quelques jours. À titre de comparaison, donc ChatGPT c'était 5 jours. À titre de comparaison, Netflix c'était 3 ans et demi. Donc ça a quand même des échelles qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr, il faut mettre en perspective, ChatGPT c'est une interface web gratuite. Netflix c'est un service payant. Donc, voilà.
voilà. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur intéressant. J'ai regardé aussi au niveau de Google Trends. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, Google Trends, ça permet juste de voir les recherches Google que font les gens. J'ai regardé ChatGPT. Donc, c'est sorti par là en décembre. Et vous voyez la courbe qui augmente. Il y a deux choses intéressantes. Alors, je l'ai fait ça en avril, donc mais ça continue à peu près pareil jusqu'en juin. Il y a deux choses intéressantes. C'est là, il y a un petit creux. Donc ça s'explique par les fêtes de fin d'année. Donc c'est bien, les gens prennent des vacances et font autre chose que de jouer à ChatGPT. Et après, vous remarquez aussi qu'il y a des petites bosses, que c'est régulier comme ça. En fait, ça correspond au week-end. Donc moi, ma déduction personnelle, c'est que les gens utilisent quand même ChatGPT pour travailler en semaine. Enfin, en semaine, donc probablement pour leur travail. Pour comparer, j'essaie de comparer avec un autre élément majeur de l'histoire de l'IA qui est AlphaGo. Vous ne le voyez pas, donc ChatGPT c'est en bleu, AlphaGo c'est en rouge, vous ne voyez pas, pique, voilà, ouais. c'est là. Donc ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est peut-être pas. Donc AlphaGo c'était plutôt une information, une news d'actualité, donc c'est peut-être normal. J'ai fait une autre comparaison avec Spotify, et là ça donne plutôt ça. Donc en termes de recherche, voilà, on voit que clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ça donne un peu l'ordre d'idée du phénomène. J'ai aussi fait d'autres recherches, j'ai essayé de regarder ce que les gens... Est-ce qu'il y a des espèces de produits dérivés que les gens font de ChatGPT? J'ai trouvé 163 plugins Chrome, par exemple, avec ChatGPT dedans. Donc pareil, ça c'est des chiffres qui datent de mars-avril, donc ça a sûrement monté depuis. J'ai trouvé 200 applications dans Google Play. J'ai trouvé 400 livres sur Amazon qui parlent de ChatGPT. Donc, je rappelle, c'est sorti en décembre. Donc, les gens écrivent quand même des livres assez rapidement, visiblement. Et j'ai eu une autre idée sur Amazon. Sur Amazon, on peut chercher par auteur. Et donc, j'ai cherché auteur ChatGPT. Et on avait 300 livres sur Amazon qui indiquaient que ChatGPT était leur auteur. Par exemple, j'ai pris un au hasard, Echoes of the Universe. On voit Dawson Hunt et puis ChatGPT AI. Donc lui, il a été honnête. Les autres, je sais pas, mais voilà, clairement, on est d'accord, ChatGPT everywhere. Alors, si on voit ChatGPT partout comme ça, on peut se dire c'est que vraiment ChatGPT, c'est une révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en levant la main, est-ce que vous pensez que ChatGPT est une révolution, c'est une illusion? Ou est-ce que c'est la réalité? Ok, donc plutôt réalité, mais quand même un peu mitigé. On va essayer de regarder. Alors, donc pour rappel, ChatGPT c'est sorti le 30 novembre. Chat, c'est pour conversation chatbot. Et GPT, c'est pour Generative Pre-trained Transformer. Alors déjà, il faudrait dire GPT. J'avoue que je me suis entraînée plusieurs fois à dire ChatGPT, mais en fait, j'arrive pas, donc j'abandonne. Donc, générative, c'est parce que c'est un modèle, enfin, c'est basé sur un modèle qui fait de la génération, comme le nom l'indique. C'est quand même un mot-clé en machine learning, c'est en opposition au modèle discriminatif. Souvent, en machine learning, on fait des modèles de classification, par exemple. Si on fait la détection de fraude, comme c'est un peu notre cas d'usage, un peu de base dans notre entreprise, la discrimination, ça va être fraude, pas fraude. Ça n'a rien à voir avec la génération dans laquelle on est. Pre-trained, c'est-à-dire qu'il a été entraîné. Donc en fait, ChatGPT, il a vu globalement Internet jusqu'en 2021. Donc il a vu Wikipédia, il a vu Reddit, etc. Et Transformer, alors ça, c'est un concept d'IA qui a été introduit par Google dans un papier qui s'appelle Attention is all you need et qui a un peu fait on va dire pierre blanche dans l'histoire de tous les modèles de traitement de langage naturel. Il y en avait d'autres avant, mais clairement, avec ce papier-là, Google, ils ont vraiment... Ouais, voilà, il y a vraiment eu un grand changement. Et OpenAI, finalement, leur doit beaucoup. Et voilà, et ChatGPT, donc OpenAI, ils ont fait plusieurs versions de ce modèle, de cette famille de modèles de GPT, et très grossièrement, ChatGPT c'est basé sur la 3.5. Donc je fais un peu de
je reprends un peu les bases. Donc, ChatGPT, ça fait partie de la famille de Large Language Model, qui est une sous-famille du Deep Learning, qui est une sous-famille du Machine Learning, sous-famille de l'intelligence artificielle. Donc, on peut se demander, l'idée, donc on est toujours sur la question, est-ce que ChatGPT est une révolution? C'est un large language model. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y en a d'autres modèles récents qui se comparent à ChatGPT? Pour ça, j'ai fait une petite frise. Donc ça, c'est tous les large language models depuis GPT-3. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais large language model, donc large, c'est pour dire que c'est un modèle qui a énormément de paramètres, qui est complexe et qui a appris sur beaucoup de données. Il n'y a pas de critère officiel qui dit large, c'est tel paramètre, telle taille de données, et medium et small, ça n'existe pas. Mais voilà, globalement, le concept de large language model, c'est un gros modèle. Et language, parce que ça traite du langage, et modèle, parce qu'on est sur un modèle d'IA. Donc tout ça, c'est des modèles qui sont sortis depuis GPT-3. Je me suis arrêtée à GPT-4, il y en a eu d'autres depuis. Donc clairement, là, il n'y a pas de doute. ChatGPT, c'est pas le seul. Je crois qu'il y en a une vingtaine, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est à peu près une vingtaine. Ce que j'ai voulu vérifier là, c'est est-ce que ChatGPT se différenciait en termes de nombre de paramètres par rapport aux autres. Sous-entendu, est-ce qu'il est particulièrement gros? Vous avez peut-être entendu dire qu'il y a 7 milliards de paramètres. Non, je ne sais plus. 135 Je peut-être. confonds avec la main. Et 135 milliards de paramètres, t'as raison. Est-ce que c'est... Enfin, voilà, est-ce qu'il y en a particulièrement plus que les autres? Alors, j'ai trouvé ce papier-là, c'est un extrait d'un papier scientifique. Vous avez ici donc, des modèles de machine learning depuis un moment. Ce que les chercheurs ont mis en évidence, c'est le petit gap là qui est entre les deux lignes rouges. Et en fait, c'est le gap au moment où GPT-3 est sorti. Donc GPT-3, clairement, eux, ils ont fait un saut en termes de taille. Par contre, là, après GPT-3, je crois que, si je ne me trompe pas, GPT-3, c'est un de ceux-là, je suis plus sûre. Bon, en tout cas, GPT-3, c'est lui qui fait le marqueur. Et ChatGPT, finalement, en fait, il se distingue pas spécialement dans ce tas-là. Il est quelque part là-dedans. Ils n'ont pas publié les détails du modèle, mais on sait que c'est pas ça sa distinction. Alors, pardon, je vais prendre un verre d'eau. Donc, on n'est clairement pas sur une disruption technologique. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait, mais c'est pas une disruption, c'est plutôt une évolution. Finalement, en fait, la puissance de ChatGPT, ça vient pas forcément de sa structure, de son nombre de paramètres, ça va être plutôt sur ses données d'entraînement. En fait, ils ont réussi à avoir une qualité de jeu de données qui est assez impressionnante, une taille de jeu de données d'entraînement qui est assez impressionnante. Et c'est vraiment ça qui a fait que ça a marché. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'en décembre 2022, le nombre de large language model disponibles gratuitement avec une UX sympa que tout et chacun peut utiliser, en fait, il n'y en a qu'un seul. Depuis, il y en a d'autres. Mais clairement, là, ils ont fait quelque chose de hyper intéressant grâce à cette UX. Donc, petit résumé. Il y a aussi une autre chose là. Pardon, je ne sais plus ce que je veux dire sur cette slide. C'est que quand on pense IA, on pense un peu les IA qu'on voit dans la science-fiction. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dans cette équipe d'IA, ça fait 3 ans que mes parents ne comprennent pas ce que je fais. Et là, tout d'un coup, avec ChatGPT, l'IA, ça devient concret. Et surtout, ça match avec l'imaginaire qu'on en a. Alors, en effet, ce n'est pas un robot physique qui fait des choses, mais on peut discuter, on a l'impression qu'il est intelligent. Et vraiment, c'est ça qui a eu un effet assez impressionnant. Donc, si je fais un petit résumé, pour moi, les clés du buzz, c'est ça, c'est l'accès facile et grand public et l'adéquation avec l'IA qu'on a dans l'imaginaire collectif. Bien sûr, ça n'enlève rien à
la prouesse technologique qui est là, mais qui n'est pas complètement... Enfin, ça ne se distingue pas par ça. Alors, ça, c'est une impression qu'on a quand on commence à tester ChatGPT. On est assez bluffé, on se dit, waouh, j'ai l'impression que c'est tout faire. D'après. Ah oui, alors, je vais vous faire une petite démo. Ça, c'est un peu mon exemple préféré. Je sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais quand on avait vu ces démos-là, d'habitude, on travaille tous à nos bureaux normalement. Et puis là, on était tous debout dans les couloirs en faisant waouh. Donc, je vais vous faire un petit démo. C'est une vidéo de mon écran que j'ai pris. J'ai voulu éviter justement l'effet démo en live, donc c'est une vidéo. Ça, c'est l'interface de ChatGPT. Je lui donne une prompt où je lui dis « Je veux que tu te comportes comme un terminal Linux ». Et je lui donne des infos un peu précises pour lui dire « Voilà, maintenant tu es un terminal Linux ». Bon, je vais mettre play. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, la première commande, je fais donc pwd. Il me répond « Home user ». Pour l'instant, ça marche. Hop. Alors, j'ai juste changé de vue pour que vous voyez bien quand même, alors que c'est zoomé. Là, je lui ai fait la commande ls et il me répond tout ça. Donc, visiblement, on est dans un Ubuntu, ça paraît pas mal. Ensuite, je lui donne une commande, je lui dis je lui demande de me créer un répertoire démo. Je refais la commande ls. Et là, si vous voyez bien, il y a le démo qui est apparu. Donc ça, c'est plutôt cool. On dirait vraiment que ça marche, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais aller dans ce répertoire démo. Et qu'est-ce que je fais? Hop. Je copie-colle, voilà. Hop, je suis en train de copier-coller. Je copie-colle un git clone d'un répertoire GitHub imaginaire qui serait sur OpenAI et qui serait GPT-4. Donc là, visiblement, il clone des trucs. Voilà, ça c'est fini. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Oula, alors là, pardon, ça allait un petit peu vite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté, forcément. C'est la slide d'avant. Ça n'a pas marché. Okay, je suis désolée. Hop. On va je vous refais. Non. Donc c'est d'avant. Il faut juste être patient. Il lance ou pas là? Il va peut-être se lancer après. Attends, il faut que je fasse play. J'y suis. C'est bon, pardon, excuse-moi. Donc je refais des démos. Vous devrez remarquer que je me plante en plus, j'oublie un saut de ligne. Je fais un CD démo, je fais Geek Clone de la même ligne. Là. Ce qui est bien, c'est que ChatGPT, il s'en fiche, il comprend quand même. Donc je fais mon Geek Clone de mon OpenAI. Ça marche. Et là, voilà, donc là je fais un ls, je regarde ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, il y a un répertoire GPT-4. C'est bien. Je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Donc je fais un CD GPT-4, et je refais un ls, et là, j'ai plein de choses. Une licence, un code of conduct, un setup.python, un readme. Donc là, ce que je fais, je lui demande de faire un cat du readme pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir, le readme, il est plutôt bien fait. Si ça veut bien, voilà. Donc, voilà, donc il dit, c'est l'implémentation officielle de GPT-4, etc. Voilà, donc juste pour rappel, GPT-4, c'est... donc OpenAI, ils ont bien... ah bon, pardon, c'est un peu vite. Donc là, il y a un pipe... Donc il y a la documentation sur l'usage, donc ils disent qu'il faut faire l'installation d'abord, et après il y a l'usage, où ils expliquent, voilà, il faut faire un modèle égal l'autre modèle, et puis après la prédiction, et il y a une licence. Donc là, on est licence Apache 2. Donc, ce qui est plutôt bien. Ça tombe bien. Juste pour rappel, OpenAI, leur premier modèle, ils étaient bien en licence open source. Ils étaient bien, vous pouvez les retrouver sur GitHub ou Hugging Face. GPT-4, c'est pas le cas, sauf là.
Donc ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais simplement essayer de l'utiliser. Donc là, voilà, oups. Donc là, ça allait un peu vite. Vous voyez, donc je fais un output égale modèle predict hello world, comme indiqué dans la doc. Et là, il me dit module not found. Et là, je me dis, mais ouais, j'ai oublié de faire l'installation, j'ai mal suivi mon readme. Pardon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je refais mon donc pip install. Donc pip, c'est le gestionnaire de dépendance en Python. Donc on fait un pip install GPT-4. Il refait des trucs, c'est cool. Ok. Ok, donc visiblement on est en 4.1.0.0. Tout intéressant. Bon, il y a un petit problème d'affichage avec le scroll, mais globalement on comprend ce qu'il fait. Super. Voilà, successfully installed GPT-4.1.0.0. Je vais réessayer de faire mon Hello World. Alors là, vous voyez, je lui rappelle qu'il faut qu'il se comporte comme un terminal Python là, parce que sinon il se mélange entre le terminal Linux et le terminal Python. Donc là, je lui redis que c'est du Python. Je lui fais mon Hello World. Et là, est-ce que ça va marcher? Suspense. C'est insoutenable. Cette fois-ci, il se passe des trucs, donc il a bien, mon installation a réussi. Et voilà, Hello World, this is GPT-4 speaking. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai mon GPT-4 qui tourne gratuitement dans mon chat GPT. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une illusion? Ou est-ce que c'est la réalité? Alors, c'est bien une illusion. C'est pas possible, ça peut pas tourner. En fait, ChatGPT, c'est vraiment simplement un modèle de langage. Et derrière, il n'y a pas d'exécution possible. Il fallait juste générer du texte. Ce truc-là, je l'ai partagé sur LinkedIn comme ça pour rigoler, faire une blague à mes 3 contacts. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, ça a parti en 24 heures, j'avais 500 likes, alors que d'habitude, j'ai mes 5 collègues de bureau qui likent mes posts. Donc clairement, les gens se sont fait avoir. C'était pas ma volonté, hein. Je voulais pas faire des pièges à des gens inconnus sur LinkedIn. En gros, ChatGPT, ça marche bien pour ce genre de choses, pour du contenu, on va dire, créatif, des traductions, la génération de texte, des résumés de texte, la rédaction de mails, tout ce qui est... Voilà, j'ai besoin de création, pas de réponse à des questions. Ce qui est un peu paradoxal pour un chatbot. J'ai fait des tests comme ça. J'ai demandé... je voulais faire un test... je voulais créer un programme qui utilisait l'API OpenAI et l'API GitLab. Je connaissais pas, j'ai commencé à regarder la doc. Je me suis perdue dans la doc et en fait je me suis dit mais je vais demander à ChatGPT et en 1 heure j'avais quelque chose qui tournait et qui marche super bien. En lisant la doc, je pense que je n'aurais au moins pour 2 jours. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal de fois. Je pense que tous les devs autour de moi utilisent ChatGPT. Donc pour le code, tant qu'on lui demande des choses qui sont assez proches de la documentation, qui sont assez, on va dire, répandues, des problématiques assez simples, ça marche très très bien. Si on lui demande de faire des maths, par exemple, au hasard, je lui demande comment font 2 plus 2, il va me répondre 4. Je lui demande une multiplication un peu plus compliquée, et là, il me donne un résultat 4 millions et quelques. Okay. De tête, je sais pas, on va dire que... Je lui demande, tu es sûr? Il me répond oui, je suis sûre. Je peux utiliser une calculatrice. Ah ouais, ok, vas-y, je veux bien. Ouais, il confirme, le résultat c'est ça. Moi je sors ma calculatrice à moi, bah non, c'est pas ça. Alors bon, étrange. Vous remarquerez quand même qu'il n'est pas si loin du résultat. Il n'a pas donné un truc qui est complètement au hasard. Il a donné un truc faux, mais pas complètement au hasard. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est simplement qu'il fait la
il considère en fait les nombres comme des mots. Il ne fait pas des opérations mathématiques, il fait de la prédiction de mots. Et ça marchote. Pour des maths, c'est un peu embêtant, c'est pas suffisant. Vous avez peut-être vu... Ouais, ça, c'est d'autres choses que j'ai essayé. Si on lui demande d'écrire des expressions régulières, par exemple, sur du format monétaire, qui est un truc assez courant, il va donner quelque chose qui marche tout à fait, il va très bien l'expliquer, c'est super. Si je lui demande une expression régulière qui n'a strictement aucun sens, là, j'ai inventé un truc avec plein de règles, il va inventer quelque chose qui marche pas du tout en m'expliquant de la même façon, tout aussi convaincante, pourquoi ça répond à ma question, alors qu'en fait, ça ne répond pas. Vous avez peut-être vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux. On lui pose des questions absurdes et il répond de façon très précise, avec plein de points. Voilà. On en vient à douter soi-même si les vaches ne pondent pas d'œufs. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, en fait, c'est simplement que ChatGPT, le principe de base, c'est ça, c'est la prédiction du mot suivant probable. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous êtes sur votre téléphone et vous utilisez le mot suivant que vous propose, quand vous avez un SMS ou sur WhatsApp, votre téléphone vous propose le mot suivant. En fait, c'est un peu pareil, on va dire en boosté plus. Plus, il y a des garde-fous qui ont été mis par OpenAI, soit par renforcement, soit par des règles de modération, qui font que vous n'allez par exemple pas pouvoir, ou alors c'est très compliqué, lui faire dire des choses racistes ou lui faire dire des choses du type théorie du complot ou climato-sceptique, des choses comme ça. Parce qu'en effet, donc ChatGPT est entraîné sur tout Internet, si on ne met pas de garde-fou, on se doute bien que voilà, les sites de théorie du complot, il y en a à foison. Donc pourtant, ChatGPT, il est un petit peu cadré. Mais le principe fondamental, il est là, c'est que ChatGPT, il n'est pas conçu pour générer du texte vrai, mais du texte plausible. Vous avez peut-être entendu ça, enfin moi ça c'est des choses qu'on m'a dit. ChatGPT, ok c'est bien, mais par contre il y a un problème, c'est qu'il ne cite pas ses sources, ou alors il invente quand il ne sait pas. Alors ça, en fait c'est un petit peu limite, c'est pas tout à fait juste. Parce que ChatGPT, il ne faut pas voir ça comme une base de données où quand on lui pose une question, il va rechercher dans la base, et donc du coup il va pouvoir répondre à la question. Et il invente quand il ne sait pas. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de recherche. C'est plus, il a été entraîné. En fait, c'est comme vous, quand vous avez grandi, vous avez appris plein de choses. Vous avez appris à comment faire des maths, voilà, les choses que vous savez, vous. Quand vous posez une question, vous n'allez pas rechercher intérieurement dans votre base de données en disant « Ah oui, alors ça, je l'ai appris à tel âge, à tel moment. » Et ça vient de là, en fait. Il y a des choses que vous savez. ChatGPT, c'est un petit peu pareil. Ça va être simplement des probabilités. Je vais mettre Yann Lequin, parce que ses tweets, ils sont toujours bien cash, donc c'est plutôt bien. Donc Yann Lequin, il travaille chez Meta, et c'est un peu la référence française en intelligence artificielle. Et donc lui, il dit, voilà, il demande est-ce que les LLM type ChatGPT seront un jour fiables et factuels, et sa réponse c'est non, obviously, donc évidemment. Pourquoi? C'est justement à cause de ça, ce vrai versus le plausible. On aura beau mettre tout ce qu'on veut dessus, améliorer le renforcement ou mettre plus de garde-fous comme le fait OpenAI, le fondamental, ça sera ça, et on aura du mal à le contourner. Sur LinkedIn, j'ai vu passer des choses comme ça. Ça, c'est quelqu'un que j'avais dans mon réseau, que je ne connais pas personnellement, et qui a dit, voilà, j'ai trouvé une super technique. Dans mon métier, en fait, je dois faire des résumés d'articles scientifiques, des papiers scientifiques. J'ai trouvé une super technique, je donne le titre à ChatGPT et je lui demande de me faire un résumé. Et je gagne beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une illusion? Et est-ce que vous pensez que c'est la réalité? Que le titre? Est-ce qu'on aimerait une troisième vision? En fait, c'est une réalité qui gagne beaucoup de temps, par contre, c'est une illusion qui gagne beaucoup de temps. C'est un peu ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT, il ne va pas pouvoir accéder au papier. Peut-être qu'il a vu le papier dans son entraînement, mais même s'il avait vu le papier, en fait, il ne serait pas capable de faire un résumé comme ça, parce qu'il n'a pas cette base de données interne. Ce qu'il va faire là, c'est qu'il va inventer un résumé à partir du titre. Et il va être très convaincant parce que lui, la personne, je ne sais pas si vous voyez là,
il y a les Machine Learning Researchers. Donc c'est quelqu'un qui est dans le domaine, mais vraiment à fond dans le domaine, et il se fait quand même avoir. Donc là, c'est un petit... mais ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'était mon post à moi. Je vous dis, voilà, comment accéder à ChatGPT, GPT-4 gratuitement. Voilà, j'ai une 500 personnes qui ont liké, dont des gens dans mes contacts qui sont aussi data scientists. J'ai même quelqu'un de Microsoft qui a liké, qui a dit super, j'ai partagé à tout le monde. Il me dit ah non, t'emballes pas. D'ailleurs, au début, j'ai cru qu'il blaguait, mais en fait, non, il blaguait pas, il était vraiment sérieux. En fait, c'est le gros problème de ChatGPT, c'est qu'il est tellement convaincant que tout le monde se fait avoir. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui marchent. Donc ça, les œufs de vache, alors peut-être que maintenant ça marche plus, mais en tout cas en avril, on pouvait lui faire dire n'importe quoi sur les œufs de vache. Par contre, sur les vaccins ou sur la Terre est plate, il va répondre un texte qui est complètement un peu standardisé, et ça va être beaucoup plus compliqué de lui faire dire n'importe quoi. Par contre, OpenAI propose un playground où vous pouvez accéder aux modèles d'avant, donc les modèles avant ChatGPT, qui eux sont vraiment sur la complétion, et vous pouvez voir que quand on lui demande ce genre de choses, il va répondre plein d'arguments sur comme quoi la Terre est plate. Et ça, voilà, ça donne un peu une idée de ce que c'est que la base, les fondations de ChatGPT, c'est quand même ça. Donc même si OpenAI arrive à le cadrer, les fondations, c'est ça. Vous avez peut-être vu ça aussi, GPT-4 Bits, voilà. Donc en effet, ça moi personnellement, ça ne m'étonne pas trop, parce que on va dire que c'est des textes qui sont publics, et c'est grossièrement, c'est beaucoup de par cœur. Donc ça, je suis pas trop surprise. Et vous avez peut-être vu ça aussi. GPT-4, donc là c'est pas ChatGPT, c'est GPT-4 qui arrive à résoudre des examens de l'école polytechnique, enfin le concours d'entrée sur la première question. Et il donne une réponse qui est hyper détaillée, step by step, et c'est assez bluffant. Alors, mon avis là-dessus, c'est vraiment personnel, c'est que les examens de Polytechnique, ils sont très très durs, mais ils ont tous le même schéma. Question 1, très très proche du cours. Question 2, impossible. Donc là, je pense que c'est pas une erreur qu'on parle de la question 1 et pas de la question 2. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à bien formuler sa réponse. Par contre, s'il arrive à les résoudre, c'est qu'il a vu plein de fois cet exemple-là, quasiment tel quel. Je remets un coup de Yann Lequin. Les ChatGPT et compagnie sont très utiles, mais en fait, fondamentalement, ils ne sont pas intelligents. On a l'impression qu'ils sont intelligents, mais fondamentalement, ils ne sont pas intelligents. Et du coup, là, je vais passer la main à Guillaume, et il va vous montrer comment est-ce que, en fait, même si fondamentalement ils ne sont pas intelligents, est-ce que nous, en tant qu'êtres intelligents, on peut en faire quelque chose d'intelligent ? Oui, merci Marie-Lise. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est un petit peu, en gros, comment nous, on peut se placer comme utilisateur de ChatGPT, mais pas dans le sens où vous avez l'habitude via l'interface web, mais plutôt en tant que développeur, en tant que programmeur. Donc on va essayer de voir un petit peu ça. Alors par contre, je m'excuse en avance, on va faire une petite hérésie, c'est qu'on va pas faire de Java, on va faire du Python. Donc je sais qu'on est dans le Java User Group, c'est un peu subversif, mais en fait il se trouve que pour le moment en fait les librairies Python sont un peu plus populaires pour ça. Après ceci dit, on pourra le repartager à la fin. On a quand même regardé vite fait, apparemment il y a des versions, il y a des librairies Java qui permettent aussi de faire appel à l'API. Et dont une qui est citée, il me semble, dans la documentation officielle. Ouais, mais c'est communautaire, c'est ça, c'est une librairie communautaire, c'est pas fourni par OpenAI. Bon, quoi qu'il en soit, le but c'est surtout de voir un peu les types d'utilisation. Alors, juste pour le moment, en fait, le modèle qui est majoritaire, c'est le modèle sur API. La raison étant, déjà d'une part, que les modèles les plus performants sont pour le moment des modèles propriétaires et fermés. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler d'alternatives ouvertes, et des choses que vous pouvez faire tourner sur votre PC. On peut s'attendre à ce que d'ailleurs ça soit quelque chose de montant, mais c'est vrai que
en général, ce genre de modèle, comme on disait dans le titre, il y a large, c'est pas pour rien, c'est parce que en fait ça prend beaucoup de mémoire, ça demande beaucoup de ressources pour le tourner, et c'est vrai que c'est très rare que vous puissiez faire tourner un modèle performant sur votre ordinateur. Et aussi, voilà, il y a de la propriété, hein, le fait est que les meilleurs modèles sont maintenus derrière une API parce que intérêt économique oblige évidemment, on le verra aussi. La manière générale dont on utilise ces API, en fait pour le comprendre il faut revenir aux fondamentaux. Comme on disait tout à l'heure, fondamentalement un large language model, ce que ça fait c'est que ça complète du texte. Donc de manière assez logique, ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va mettre du texte en entrée, ce qu'on appelle le prompt. Et alors un petit détail que je montre là quand même, c'est que dans le prompt, en fait, étant donné que là on est sur un modèle qui fait de la conversation, en fait le texte il se présente sous la forme d'une conversation aussi, mais d'une manière un peu particulière, donc je vous montrerai les exemples de code plus précis. En fait on a à chaque fois un rôle en fait on a une séquence de messages avec à chaque fois un rôle, donc là par exemple vous voyez system ou human par exemple, et on a le message qui suit. Donc je vous expliquerai un peu pour ce que ça veut dire le système et le human en particulier, mais globalement, en fait vous quand vous utilisez ChatGPT vous ne le voyez pas, mais en arrière-plan ce qui se passe, c'est que votre message il est traduit dans ce format-là. En fait vos messages ils arriveront dans human. Et ça c'est le point de départ, c'est ce qu'on appelle le prompt, et c'est ce qui arrivera en entrée du coup du modèle. Et globalement le principe de l'API c'est qu'on va envoyer ça donc voilà au modèle par exemple de OpenAI. Et ce que ça va nous retourner, c'est ce qu'on appelle une complétion. Et comme on est dans un modèle de conversation, ça sera aussi un message, mais cette fois avec le rôle IA, de manière assez logique. Alors maintenant, la question qui peut se poser, c'est parce que finalement, dans une conversation, on ne s'arrête pas à juste un message comme ça. Genre là, voilà, j'ai mis Roses are red, j'ai une réponse Violets are blue. Moi, évidemment, j'ai envie de répondre d'autres choses. C'est le principe d'une conversation. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce genre de situation ? En fait, c'est assez simple. La réponse précédente, en fait, toute la conversation précédente, elle est réintégrée dans le prompt suivant. Ça, c'est un truc assez important à garder en tête, notamment pour quand on va parler de la manière dont le prix est calculé, par exemple, et aussi de la complexité. Donc, en fait, là, toute la conversation est réinjectée, et en fait, il y a le nouveau message qui est mis ici. En fait, une autre manière de le dire, c'est que l'API, en fait, est stateless. Il n'y a pas de mémoire. Lorsque vous soumettez le premier message ici, il n'est pas maintenu en mémoire. La mémoire de la conversation, en fait, elle est assurée dans l'input, directement. Voilà. Et donc là, je peux réappeler, et il va me compléter du coup le message suivant en cohérence du coup de la conversation. Au passage, c'est vraiment ce que ChatGPT répond dans ce genre de cas. Il complète vraiment comme ça. Et donc voilà, globalement c'est ça. On envoie du texte dans un format particulier, une séquence de messages avec des rôles, et on obtient un message de type IA en sortie qu'on peut réintégrer et on peut faire une boucle comme ça. Voilà. Alors l'API de OpenAI qui pour le moment reste la plus populaire. Après il y a aussi Google qui commence à développer des choses et voilà, il y a différents acteurs qui se mettent en place. Elle est sur un modèle de ce type-là que vous avez peut-être déjà vu. En fait, on a des prix, voilà, en fonction de l'input, de l'output, et notamment ce qu'on voit c'est que le prix va varier en fonction du modèle qui est choisi. Donc par exemple si on est sur GPT-4, là on va avoir les prix les plus élevés parce que globalement c'est le modèle qui est réputé comme le plus performant. Et ChatGPT, qui est le modèle globalement le plus utilisé, on voit qu'il a des prix qui sont plus modestes. Alors il y a peut-être deux choses que vous observez en fait là-dedans, c'est que déjà les prix, on voit qu'ici ils sont conditionnés sur un nombre de tokens. Alors on se demande peut-être c'est quoi un nombre de tokens, finalement ça veut dire quoi ça. Et aussi il y a une histoire de contexte, pareil avec un nombre aussi genre 8K, 32K. Alors ça en fait ça vient du fait que, en fait, donc pour rappel, quand vous utilisez l'API, il y a la partie prompt ici, et il y a la partie complétion. Et en fait, il se trouve que la manière dont ces textes sont passés au modèle, c'est sous la forme de ce qu'on appelle des tokens. Alors un token, globalement, c'est un morceau de mots. C'est presque comme une syllabe, si vous voulez. C'est une définition approximative. C'est globalement, le texte, il est découpé en petits morceaux, et c'est ces petits morceaux qui sont passés au modèle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour mesurer, en gros, pour déduire le prix que vous allez payer, ce que OpenAI fait, c'est qu'il compte en gros le nombre de tokens qui constituent le prompt plus la complétion que vous avez faite. Ce qui veut dire aussi que évidemment à chaque fois que vous faites un nouvel appel avec donc un prompt qui est plus grand parce qu'il récupère la conversation précédente, forcément ça va coûter plus cher. Et en fait c'est comme ça que le prix est calculé. Donc ça répond pour cette partie-là, sur vraiment comment on calcule le prix à partir du nombre de tokens. Maintenant pour ce qui est du contexte ici,
Ça, en fait, ça désigne la fenêtre maximale d'entrée du modèle en nombre de tokens. Globalement, si vous êtes sur 4000 tokens, c'est ce que ChatGPT peut supporter. Alors, l'estimation, c'est que 1000 tokens, c'est à peu près 750 mots. Donc, globalement, en fait, avec 4000 tokens, vous pouvez être sur éventuellement peut-être un petit document. Enfin, après, évidemment, ça dépend de la densité, mais on va dire c'est l'ordre de grandeur. GPT-4 est devenu populaire notamment parce qu'il intègre une version 32K. Et alors, moi, des estimations que j'avais vues, un PDF de 50 pages, ça serait à peu près dans les 32 000 tokens. Donc on peut imaginer que si on peut donner plus de contexte au modèle, forcément il peut prendre en compte plus d'informations et on peut en faire des utilisations plus avancées. Par contre évidemment, ça sera plus cher, c'est sûr. Le fait est qu'en général, ChatGPT avec sa version 4000, c'est déjà pas mal pour beaucoup d'utilisations et c'est ce qu'on va voir après. Juste, je rajoute un truc. Nous, dans notre équipe, ça fait quelques mois là qu'on fait des tests avec ChatGPT et je pense qu'on est à moins de $20 Ouais. Voilà, de $20. Donc en fait, c'est. On a utilisé surtout. On a utilisé surtout le moins cher forcément, mais on est 5 à faire des tests assez régulièrement dessus et on n'a pas dépensé grand-chose. C'est vrai que globalement, en fait, la stratégie d'OpenAI pour le moment, c'est de offrir au moins une version de son modèle qui est très très peu chère, parce que là, par exemple, on voit un dixième de centime de dollar pour 1000 tokens, sachant que 1000 tokens, c'est 750 mots. En fait, la plupart du temps, quand vous posez une question, c'est pas 750 mots, je veux dire, c'est largement moins. Donc en fait, ça coûte pas cher du tout. Et c'est certainement une stratégie pour s'imposer comme justement le leader en fait, dans le domaine. On peut imaginer que par la suite, les prix augmenteront. Mais pour le moment, en tout cas, c'est assez avantageux. Voilà. On a rajouté la source là en dessous, au cas où vous voulez voir plus, mais globalement, voilà, ça, c'est des informations qui sont facilement disponibles dans la documentation. Alors, on va parler d'une librairie qui s'appelle LangChain. Vous avez peut-être entendu parler, je sais pas. C'est quelque chose qui, en tout cas, dans la communauté Python, a fait pas mal de bruit. Alors, je vais essayer de vous expliquer la raison d'être en fait de cette librairie. Globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le moment, on n'a que OpenAI en fait qui est présent, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres acteurs qui vont faire leur apparition. En fait, c'est déjà le cas. Donc déjà, d'une part, si jamais chacun commence à avoir son API de chacun de son côté, ça peut être compliqué de les comparer et de les intégrer potentiellement les uns avec les autres ou de les comparer. Donc déjà, il y a potentiellement un besoin de standardisation. Et c'est vrai que dans la communauté data science, on est habitué à avoir des frameworks qui permettent de changer facilement d'une version d'un modèle à l'autre, déjà d'une part. Autre chose aussi, c'est que, en fait, comme on va le voir dans les exemples après, je vais vous montrer des exemples de code. En fait, ces modèles de langage, on peut les utiliser de plein de manières différentes et potentiellement des manières un petit peu plus compliquées que ce qu'on aurait en tête à la base. Pas forcément en mode chat comme on l'a fait. Et donc, le fait de l'automatiser, ça peut être utile. Et donc, globalement, vous avez ce framework là, LangChain, qui est sorti, qui se présente comme étant utilisé pour développer des applications qui utilisent des modèles de langage. Et notamment, alors, avec un premier aspect qui est de pouvoir intégrer des sources de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous posez en fait une question à ChatGPT, il n'y a pas de phénomène de recherche dans une base de données, enfin c'est pas un moteur de recherche ChatGPT. Mais par contre, il y a des approches qui consistent à avoir une première étape qui est, je vais aller chercher des informations, donc là il y a vraiment une recherche en mode moteur de recherche, et après, dans le prompt d'entrée de ChatGPT, on lui dit, voici une question, voici des extraits de texte qui peuvent t'aider à répondre à la question, maintenant réponds à la question. Donc d'une certaine manière, si vous voulez, on peut combiner en fait une recherche de documents avec les fonctionnalités de ChatGPT pour avoir un truc qui fonctionne mieux. Donc ça c'est quelque chose que LangChain peut permettre de faire un peu plus facilement. Et un deuxième truc qu'on verra aussi, c'est le côté plus agentic, en fait le concept d'agent. Je vous laisse l'exemple pour tout à l'heure. Vous verrez que c'est une utilisation un petit peu plus avancée. Et donc juste rapidement, ces chiffres-là ne sont pas à jour, ils datent de mars-avril, mais globalement c'est juste pour vous montrer que c'est hyper populaire et c'est très très activement développé. Peut-être pas encore complètement mature forcément parce que ça évolue beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de pas mal s'imposer comme un standard dans le domaine. Alors maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une démo. Et juste pour info, le code que je vais vous présenter est disponible sur GitHub. On pourra vous partager le lien, donc vous pourrez vous le réapproprier si vous voulez. Donc je vais partager, j'espère que ça va marcher, hop, voilà.
Alors comme je disais, voilà, on va le faire en Python et on va le faire dans un format de notebook qui a l'avantage d'être assez facile, assez pédagogique et qui nous permet d'interagir au fur et à mesure avec le code. Donc ce que je vais faire, je vais tout enlever, voilà, pour qu'on puisse redémarrer de zéro. Donc j'espère que ça marchera comme tout à l'heure. Alors, le début là, c'est juste pour parce que en fait, il y a une clé. En fait, moi, du coup, j'ai une clé d'API pour OpenAI que du coup j'ai mis dans un fichier .env. Et donc là, c'est juste pour pouvoir la charger globalement. C'est juste une manière un peu plus simple, voilà, de faire ça. Donc, forcément, comme j'utilise une API, quand vous utilisez une API, il faut une clé d'API. Un premier truc qu'on va voir, c'est si on veut appeler l'API d'OpenAI sans LangChain, c'est-à-dire vraiment avec la doc officielle de OpenAI. Vous allez voir, c'est pas très dur. En fait, globalement, on a juste une librairie OpenAI qu'on doit installer. En Python, c'est relativement simple d'installer des librairies. Et ensuite, nos messages, on les définit comme ça. Très simplement, donc en fait, vous faites une liste d'objets avec le rôle, donc qui peut être système, user et AI, je crois, ou assistante, voilà, c'est ça, assistante. Et le contenu. Alors là, j'ai repris un exemple qui était dans la librairie de LangChain, juste comme ça. C'est que pour vous montrer en fait la différence entre le message system et le message user, une convention qui est souvent utilisée, c'est que le message system, il est en fait utilisé pour donner des instructions générales à ce qu'on attend du comportement en fait du chatbot. Donc là, par exemple, je lui dis tu es un pirate. Et donc, comme je lui ai donné cette instruction en tant que système, c'est un peu une manière de dire, voilà, je te donne l'ordre de te comporter comme un pirate. Donc, lorsque l'utilisateur va lui poser une question, qui est là, genre, tell the world about the ChatGPT API, en fait, on peut s'attendre à ce qu'il me réponde comme un pirate. Et donc, pour faire l'appel, en fait, c'est tout simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, je veux utiliser ce modèle. Alors, le modèle ici, GPT 3.5 Turbo, en gros, c'est ChatGPT. C'est le ChatGPT standard qui est utilisé dans l'interface web que vous avez peut-être utilisé. On lui donne les messages. Et alors, hop. Je sais pas ce qui c'est. Ah oui, je me suis trompé. Je me suis pas mis au bon endroit. Voilà, j'exécute. Donc là, forcément, ça prend un petit peu de temps parce que bon, bah, il faut le temps qu'il écrive le message. Je pense qu'il y a moyen de récupérer le message sous la forme de flux aussi. Mais bon, là, on l'a pas fait. Donc j'ai une réponse, et on voit que dans cette réponse, il y a pas mal de choses, pas forcément que des trucs qui nous intéressent d'ailleurs, hein, des identifiants, voilà. On voit qu'il y a, on voit la réponse qui se trouve ici, il y a pas mal de choses, et on voit même une estimation de l'utilisation, genre le nombre de tokens qui ont été émis. Donc là, on voit que par exemple, dans mon prompt, il y avait 28 tokens, dans la réponse, il y en avait 234, et donc au total, il y en a eu 262, donc je vais être facturé 262 tokens. Ce qui va parce que bon, pour rappel, pour 1000 tokens, c'est 1/10 de centime de dollar, donc je vais pas me ruiner. Et donc, bon, on peut aussi récupérer spécifiquement la partie de la réponse, hein, voilà. Et donc là, vous voyez, effectivement, bon, on va peut-être pas lire toute la réponse parce que ChatGPT, il est un petit peu verbeux dans ce genre de situation, mais vous pouvez voir effectivement qu'il a respecté mon instruction, il parle comme un pirate, voilà. Bon, évidemment, c'est un exemple comme ça, mais nous, dans les exemples peut-être un peu plus sérieux, on a essayé de faire des chatbots, par exemple, pour Worldline, pour notre entreprise. Bah, on peut lui dire, voilà, tu es un assistant de l'entreprise Worldline qui travaille dans les systèmes de paiement. Donc en fait, ça vous permet de donner une espèce de personnalité, une espèce d'avatar à ChatGPT. Et il se trouve qu'il est assez fort pour ça, pour incarner des rôles en fait. Et donc c'est une manière de s'en servir et de le personnaliser pour vos usages. Donc voilà, ça c'était pour faire en utilisant on va dire l'API officielle. Maintenant, je vais faire la même chose avec LangChain. Alors je vais aller un peu vite parce que bon, globalement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je fais quelques imports, rien de très fou. Alors je sais pas pourquoi ça prend du temps. Voilà. Et en fait, je commence par créer un premier objet qui est le modèle que j'utilise. Alors là, l'avantage qu'il y a à faire ça, c'est que vous voyez, là j'utilise Chat OpenAI. En fait, il n'y a pas que OpenAI qui est disponible. Il y a aussi Hugging Face, par exemple, qui en gros est une plateforme utilisée pour les modèles open source, enfin ouverts. Et on peut imaginer que par exemple Google aura aussi droit à sa classe ici dans LangChain. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, évidemment, il suffira de changer la classe que j'utilise, d'avoir un objet modèle différent, et tout le reste de mon code fonctionnera de la même manière. Donc ça, c'est assez intéressant.
Donc là, je lui dis que je veux utiliser le GPT 3.5 Turbo. Je précise un autre paramètre qui n'est pas forcément très important dans notre cas. Je pourrais vous l'expliquer si ça vous intéresse. Et globalement, les messages, en fait, c'est un peu pareil que tout à l'heure. La différence, c'est juste qu'à la place de le faire avec des dictionnaires en format JSON comme on faisait avant, en fait, on a system message et human message. Mais globalement, vous voyez, c'est la même chose, en fait. Donc voilà, je lui donne, en fait, les instructions comme avant. Et là, pour créer la réponse, j'ai juste à donner, en fait, à appeler, en fait, chat model comme si c'était une fonction avec les messages en entrée. Donc là, voilà. Il a tourné pendant 8 secondes à peu près. Et donc là, on voit que j'ai une réponse qui est globalement très similaire à celle qu'il y avait avant. On ne va pas lire dans les détails, mais vous reconnaissez que c'est vraiment la même chose. Donc en fait, c'est la même API qui a été appelée. Hein. C'est juste la seule chose qui a changé, c'est le code qui est derrière. Et donc là, pareil, je peux récupérer le contenu. Voilà. Donc là, pour le moment, en fait, on a vu des choses, globalement, c'est l'équivalent de quand vous utilisez l'interface web, à la différence près que vous pouvez, via le message system, spécifier un peu plus de choses. Maintenant, si on essaye de faire quelque chose qui ressemblerait un peu plus à une application, bon, vite fait, hein, disons qu'on a envie de faire un créateur de nom d'entreprise. C'est-à-dire, en fait, vous donnez la liste des produits qui sont faits par une entreprise, et vous voulez suggérer un nom pour cette entreprise. Un truc qu'on peut faire, et qui est assez commun en fait quand on utilise les modèles, c'est de faire ce qu'on appelle des templates de prompt. Donc globalement c'est très simple, c'est que à la place de faire un message qui est rigide, vous mettez des variables dedans. Donc là par exemple, what is a good name for a company that makes product? Et donc product c'est un placeholder pour ce qu'on veut. Avec LangChain, en fait, on peut formaliser le fait qu'on utilise un template de cette manière pour que, en fait, LangChain soit conscient du fait que c'est quelque chose qui pourra varier. Et on peut créer ce qu'on appelle une chain qui donne le nom à LangChain, justement. Et une chain, c'est quoi? C'est tout simplement un LLM, un modèle, avec un template qui se trouve au-dessus. Et globalement, une fois que j'ai fait ça, ça me permet d'avoir une espèce de fonction où finalement, c'est plus vraiment des messages que je donne en entrée. Hein. C'est simplement, je vais dire, voilà, la variable product, je vais la mettre égale à colorful socks. Juste comme ça. C'est un exemple qui vient de la documentation de LangChain. On peut changer après, hein, si vous voulez. Mais globalement, voilà, moi je donne mon product colorful socks. Et puis là, en arrière-plan, en fait, ça appelle ChatGPT. Mais moi, je ne m'en rends pas forcément compte, finalement. Moi, j'ai mon résultat de Rainbow Socks Co, qui est effectivement un nom d'entreprise. Donc ça peut être pas mal, parce que, bon, ça paraît bête, hein, mais finalement, c'est vrai que, du coup, ça montre que ChatGPT, on n'est pas obligé de s'en servir comme un chatbot. Finalement, on peut s'en servir comme, par exemple, là, un générateur de nom d'entreprise. Ou vous pouvez certainement imaginer tout un tas d'utilisations. À partir du moment où, en fait, on met du texte en entrée et on récupère du texte en sortie, ça peut marcher. Et finalement, là, on peut le formaliser comme une espèce d'application. Alors le dernier exemple que je trouve vraiment intéressant, c'est le côté plus agent. Comme je vous disais, en fait, avant, on a vu que LangChain mettait en avant le fait de pouvoir faire des espèces d'agents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va voir un exemple. Donc là, je refais encore quelques petits imports. Un agent, globalement, l'idée, c'est de partir du principe que, à la place d'utiliser ChatGPT en tant que tel pour donner une réponse, donc vraiment dans un format de chatbot, je lui pose une question, il me répond. En fait, on va utiliser ChatGPT comme une espèce de contrôleur, comme une espèce d'intelligence qui peut choisir parmi une liste d'outils disponibles. Donc là, par exemple, en fait, on va lui donner 2 outils à disposition qui sont prédéfinis dans LangChain. Le premier qui s'appelle LLM Math, globalement, c'est une calculatrice. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est une fonction qui peut recevoir une expression mathématique en entrée, sous forme de texte, qui fait le calcul et qui renvoie le résultat en sortie. Pourquoi on voudrait faire ça? C'est parce que si vous vous souvenez dans l'exemple que Marie-Alice avait montré, on avait vu que ChatGPT ne sait pas faire de maths. Puisque pour lui, en fait, les nombres, c'est juste des mots, quoi. Donc en fait, quand on lui dit 2 plus 2, il fait pas vraiment le calcul de plus 2. C'est juste qu'il a vu souvent le texte 2 plus 2, et donc il en déduit que c'est 4. En mettant un outil calculatrice à disposition, ça laisse la possibilité à ChatGPT de se dire « Ah, là, il faut que je fasse un calcul, je sais pas faire. Ah, mais j'ai une calculatrice. Du coup, je vais appeler la calculatrice, je vais récupérer le résultat, et du coup, je pourrai donner la réponse à l'utilisateur. » Un autre outil qu'on peut lui donner, c'est par exemple Wikipédia. Alors, c'est juste une manière de dire que globalement,
ChatGPT pourra dire « Ah, là j'ai besoin d'une information que je connais pas, tiens je vais aller chercher sur Wikipédia. Je vais récupérer des résultats de recherche, et ok, maintenant que je vois ces résultats, eh ben, je peux répondre à la question. » Donc voilà. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de se dire, on a des outils qui sont finalement des appels à des API ou à des fonctions externes, qu'on va mettre à disposition d'un modèle. Et donc ça, on peut le faire simplement comme ça. Alors après, là, j'ai pas le temps de le montrer, mais en fait, vous pouvez faire des outils custom. Et nous, par exemple, on a commencé à l'expérimenter un peu et c'est plutôt cool. Globalement, pour définir un outil, vous avez besoin de lui donner un nom. Donc voilà, genre Wikipédia. Une description qui dit en fait, cet outil est utile pour, par exemple, acquérir des nouvelles informations sur des personnes, des célébrités, ou etc. C'est une manière de dire à ChatGPT quand est-ce que cet outil est pertinent. Et le troisième truc, c'est une fonction. C'est-à-dire en fait qui dit bah, finalement quel est le code qui est exécuté lorsque j'appelle cet outil. À partir de ce moment-là, vous avez un outil au sens de LangChain. Et donc maintenant, un truc que je peux faire, c'est que je peux prendre ma liste d'outils, mon modèle qui va me servir de base, et je peux créer ce qu'on appelle un agent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un agent? Bah là par exemple, on peut faire un truc que j'aime bien comme exemple. On peut lui dire par exemple quel est l'âge d'Emmanuel Macron et quel est ce nombre élevé à la puissance 0.023. Alors c'est complètement absurde comme réponse, mais on peut se dire tiens, ça c'est typiquement le genre de question où ChatGPT il va se planter quoi, parce que bon, l'âge d'Emmanuel Macron à la limite peut-être qu'il le connaît vite fait dans son expérience, mais c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Et clairement faire un calcul du genre élevé à la puissance 0.023, on a vu que déjà sur des multiplications il se plante, alors sur une puissance ça marchera pas. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire agent.run et je l'ai mis en mode verbose pour qu'on voit ce qui se passe. Alors, on va regarder du coup ce qui se passe. J'espère pas avoir de mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que, bon, il tourne un peu vite, mais on va le prendre au fur et à mesure. Moi, je lui pose cette question. Quel est l'âge d'Emmanuel Macron et comment élever ce nombre à la puissance 0.023? Et là, on voit qu'il y a un truc, ou une espèce de pensée, on va dire, que se fait ChatGPT à lui-même. J'ai besoin de trouver l'âge d'Emmanuel Macron d'abord, avant de pouvoir l'élever à la puissance 0.023. Bon, ok, ça paraît évident, mais n'empêche, c'est pas mal qu'ils se le disent. Alors, comme j'ai besoin de le trouver, quel est l'outil que je peux utiliser? Ah bah tiens, j'ai un outil Wikipédia. Ça peut être pas mal, ça, pour trouver son âge. Donc du coup, je vais taper comme recherche sur Wikipédia, âge d'Emmanuel Macron. Alors si on tape l'âge d'Emmanuel Macron sur Wikipédia, on obtient plusieurs pages. Donc notamment, il y a une page sur Emmanuel Macron, forcément, et on a une page sur Brigitte Macron, par exemple. Voilà, il y a plusieurs résultats. Le fait est que du coup, lorsque en fait, on observe les résultats de cet appel à l'API, on voit en fait qu'il y a la date de naissance de Macron. Donc du coup, là, ce qu'il dit, c'est que voilà, je sais maintenant que l'âge d'Emmanuel Macron, c'est 44. Donc là, il se trouve que selon les fois où je le fais tourner, il y a des fois, il me dit pas directement que c'est 44, il y a des fois, c'est différent. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser la calculatrice pour l'élever à la puissance 0.023. Et donc, quel est l'outil que je peux utiliser? La calculatrice. L'input, c'est 44 à la puissance 0.023. Donc là, du coup, la calculatrice tourne, elle donne une réponse. Et maintenant, il y a une pensée à nouveau, c'est maintenant je connais la bonne réponse, je connais la réponse finale. Et donc la réponse finale, c'est l'âge d'Emmanuel Macron élevé à la puissance de 0.023, c'est à peu près 1,0909. Voilà. Alors en vrai, il y a une petite erreur là-dedans, et je ne sais pas si vous la trouvez. C'est assez subtil. Le calcul est correct, c'est-à-dire que 44 à la puissance 0.023, c'est le bon résultat, j'ai vérifié. Oui, à quel niveau? Alors, en fait, techniquement, si, mais le truc qui est un peu subtil, c'est que, donc si on revient... sur la page, plutôt que de le recalculer par rapport à maintenant. Oui, alors en vrai, je pense qu'il a peut-être essayé un peu de le calculer, mais la petite subtilité, c'est, donc si vous regardez, Macron est né en 77, et donc techniquement, il avait 44 ans plutôt en 2021. Là, on est en 2023, il va plutôt aller sur ses 46 ans. Et en fait, la raison, je pense, ça vient du fait que ChatGPT a été entraîné en 2021. Une manière éventuellement de contourner ça, ça aurait été tout simplement, et là j'ai pas pensé à le mettre dans ce code, mais vous pourrez tester, c'est en fait, avant de lui poser la question, juste avant le What is the age of Emmanuel Macron, on pourrait lui dire, voici la date d'aujourd'hui.
Nous sommes du coup le 22 juin 2023. Quel est l'âge d'Emmanuel Macron, etc. Et là, on pourrait imaginer que du coup, il va aller sur Wikipédia. Comme on lui a donné l'information de la date, éventuellement, il va pouvoir utiliser la calculatrice pour faire 2023 moins 1977. Et après, il va utiliser la calculatrice pour prendre ce résultat et faire le calcul final. Donc vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ChatGPT, c'est même plus vraiment un chatbot. Là, c'est carrément une espèce d'agent. Alors, en vrai, est-ce que ça marche si bien que ça au point de nous remplacer? Pas encore. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que là, je suis sur un exemple relativement simple. Il y a pas mal de fois où ça marche pas forcément. Typiquement, souvent, il faut passer sur GPT-4 plutôt que sur ChatGPT pour que ça soit plus fiable. Mais en tout cas, ça peut avoir pas mal de potentiel. On peut se dire que c'est quelque chose qui pourrait être pas mal utilisé à l'avenir. Et voilà, c'était pour vous montrer un exemple un peu plus avancé. En fait, ce qui est fin, c'est que ChatGPT, il n'est pas capable de faire du raisonnement. Et là, tout d'un coup, avec ce framework-là, on passe vraiment à un système qui est capable de raisonner, quoi. Et globalement, en arrière-plan, la manière dont ça marche, c'est simplement qu'il y a des prompts particuliers qui ont été créés par des gens pour justement l'inciter à être plus en mode problem solving, on va dire. Et là, une librairie comme LangChain, ça le fait de manière transparente. Vous, finalement, vous passez votre question, mais derrière, votre question, elle est insérée dans un template, comme ce qu'on a vu avant. Sauf que ce prompt, il l'incite en fait à réfléchir étape par étape, à choisir des outils, et il y a un peu de complexité derrière. Mais globalement, il n'y a rien de magique. Ça reste ChatGPT, ça reste un chatbot, mais c'est juste qu'il est utilisé différemment, et avec des prompts qui le conditionnent à agir de cette manière. Ce qui fait que c'est pas parfait, mais mine de rien, c'est pas mal, quoi. Ça... Et c'est vrai que nous, on commençait à s'en servir et on se rendait compte qu'en utilisant ça, ça rend notre... En fait, on peut faire un chatbot qui est très résilient finalement, qui peut répondre à de très nombreuses demandes, même des demandes qui nécessiteraient de faire beaucoup d'étapes avant de pouvoir y répondre. Ce qui va au-delà de ce qu'on fait normalement avec des chatbots, où c'est plutôt je fais une demande et j'ai une réponse prédéfinie. Donc voilà pour la... Je vais repasser sur la présentation. On va conclure. Mais du coup, si on devait résumer... Alors, je te laisse peut-être la main juste pour la première partie du résumé. Ça marche, oui. Donc, très résumé grossier, on n'est pas sur une description technologique, mais plutôt sur une évolution. Le buzz est clairement mérité, même si... le côté, c'est pas forcément que le côté technique qui est important. Et vraiment, ce qui est vraiment à avoir en tête, c'est que ChatGPT essaye de générer du plausible, pas du vrai. Et donc, ça marche très très bien pour tout ce qui est usage créatif. Par contre, si vous avez besoin de poser une question, donc vous avez besoin de vérité, c'est pas ChatGPT qu'il faut utiliser. Il faut plutôt utiliser un système hybride comme le fait LangChain, où ChatGPT est utilisé pour ce qu'il sait faire mieux, c'est-à-dire traiter du langage. Par contre, pour la partie vérité, pour la partie calcul, pour la partie recherche d'informations, on utilise un outil qui est adapté. C'est en ça du coup qu'on se dit que finalement le fonctionnement en termes d'agent qui est plutôt hybride, où le modèle de langage il est utilisé éventuellement pour reformuler les réponses, pour gérer les interactions avec l'utilisateur et pour rediriger vers des outils externes, pour le moment reste en fait la façon la plus viable de faire. D'ailleurs au passage, il y a eu une annonce dernièrement comme modification de l'API d'OpenAI où justement on peut plus facilement faire interagir en fait ChatGPT avec des fonctions. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez lui dire à l'avance, voilà, moi je m'attends à ce que tu me répondes avec par exemple vous pouvez lui donner différentes définitions de fonctions, dire pour chaque fonction quels sont les paramètres qui sont attendus en entrée, et donc ChatGPT ne vous répondra que spécifiquement avec un nom de fonction et les paramètres correspondants. Donc pour éviter qu'il parte dans tous les sens et qu'il commence à vous raconter toute sa vie au lieu de faire ça. Donc clairement, même OpenAI en fait voit le potentiel de cette utilisation au point qu'il l'intègre comme une feature officielle de leur API. Et donc on pense que c'est amené à se développer et à prendre de plus en plus d'ampleur. Par contre, clairement, c'est très très difficile d'avoir un recul sur ce qui va se passer. On est complètement sur une évolution exponentielle.
Nous, on est quelque part par là, et donc prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années, prochains mois, même prochaines semaines, en fait, c'est impossible parce que ça fuse de partout, à la fois dans les grosses entreprises type Google, Meta, etc., et puis aussi dans la communauté open source. Et puis, pour la conclusion, on a une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que ChatGPT a généré ce talk, au moins le début? Pour le savoir, vous pourrez rester en contact. Il y a tous ces pointeurs. Et juste pour info, j'ai écrit un livre qui sera publié par O'Reilly en septembre sur comment utiliser GPT-4 et ChatGPT justement dans ces cas d'usage en tant que dev. Ça sera essentiellement en Python. Les exemples de code sont en Python. Voilà, on est dispo pour les questions. N'hésitez pas. Oui. En fait, j'ai vu dans les slides, non, dans les exercices que j'ai fait, la partie stop, je n'avais pas tout à fait compris si c'était ChatGPT qui traduisait en fait l'entrée dans ces mots, ou c'était l'autre outil que tu En fait, oui. Donc la question, c'est en fait là à l'écran, on montrait à un moment qu'il y avait dans la partie agent, on voyait qu'il y avait des thoughts, enfin des choses dans l'output qui se montraient. Et la question, c'est est-ce que cette partie thought a été générée par l'outil LangChain ou est-ce que c'est une reformulation de ChatGPT? C'est ça la question en gros. Donc en fait, la réponse, c'est que c'est écrit par ChatGPT, mais par contre, ce que l'outil donne, c'est le prompt qui fait cette demande à ChatGPT. Là, ça sera peut-être compliqué pour moi de vous le montrer comme ça de manière improvisée, mais en fait, comme je disais derrière, en gros, ce qu'on dit à ChatGPT, c'est voilà, tu vas te comporter comme un agent, tu as à ta disposition certains outils, donc outil numéro 1, c'est calculatrice, tu peux t'en servir lorsque tu dois faire des calculs. Outil numéro 2, Wikipédia, tu peux t'en servir lorsqu'on pose des questions sur des personnalités, etc. À chaque étape, je veux que tu commences par penser à ce que tu vas faire, donc thought, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, tu dois déterminer une action, donc qui doit être un des noms d'outils qui est présent au-dessus, donc calculatrice ou Wikipédia. Ensuite, tu dois donner l'input de cette action, donc qu'est-ce que tu mets en entrée de l'outil. Donc ensuite, il y aura une observation que moi je vais te fournir. Donc voilà, observation, ça sera rempli par le résultat de l'outil, c'est moi qui te le fournis, t'as pas à t'en soucier. Et ce que je veux aussi, c'est que si jamais tu penses que c'est la dernière réponse, je veux que tu écrives dans ta thought « je pense avoir la dernière réponse », la final answer. Et dans ce cas, ben moi je saurai que je dois récupérer ta réponse et que c'est fini. Et on lui dit notamment que ces étapes de thought, action, action input, observation, on lui dit que ça peut se répéter n fois, pour lui sous-entendre qu'il peut le faire sous forme de séquence. Donc globalement, voilà, le LangChain définit un template dans lequel il va remplir certaines variables au fur et à mesure du temps. Et c'est bien ChatGPT qui va remplir les trous en fait. Mais en fait, on lui dit, voilà, là tu dois penser ce que tu dois faire, là tu dois penser quel outil tu dois utiliser, là tu dois dire quel input tu mets dans l'outil, etc., etc. Donc c'est un peu un fonctionnement hybride en fait. Oui. Et pour faire suite à la question, qu'est-ce que ça donne en termes de production de tokens, l'utilisation de LangChain dans ce cas-là? Ça fait enfler, j'imagine de manière un peu importante, le nombre de tokens. Ça donne à peu près quoi? Vous avez des idées de ratio Donc la question c'est, en gros, lorsqu'on utilise un outil comme LangChain, quel est l'impact sur le nombre de tokens qui sont consommés et du coup indirectement qu'on va payer, j'imagine, c'est ça l'idée. Donc effectivement, en fait, en arrière-plan, ça revient au même que si, comme je disais, globalement, en fait, ça revient au même que si nous-mêmes on avait soumis ce prompt que je vous ai expliqué là, avec toute l'introduction, voilà, tu as des outils, tu dois agir comme un agent, etc. Donc c'est sûr que ça prend beaucoup plus de tokens que si je posais juste la question. Puis en plus, on le répète à chaque fois. Et en plus, on le répète à chaque fois. En fait, à chaque itération, à chaque fois que le prompt, en fait, il est fait de sorte à ce qu'on l'enrichisse étape par étape au fur et à mesure du raisonnement. Et si vous vous souvenez dans ce qu'on a montré, en fait, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne tout l'historique à l'entrée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque appel de prompt, il y a un peu plus de tokens qui sont présents puisque l'historique, il s'est allongé. Donc, forcément, c'est beaucoup plus coûteux. Alors après, ceci dit, déjà d'une part, le prix de ChatGPT, pour le moment, fait que malgré tout, ça reste abordable, en tout cas pour des exemples comme ça à petite échelle.
Après, nous, on se posait un peu la même question dans notre cas, parce que finalement, pour le moment, on a testé les deux formules de chatbot. Une formule où c'est globalement, c'est nous qui l'utilisons un peu comme l'exemple de générateur de nom d'entreprise, comme je vous disais. C'est-à-dire, on lui donne un template fixe et on s'en sert un peu comme une fonction comme ça. Et on a un autre mode d'utilisation, c'est l'agent, où effectivement, on lui dit, bah voilà, tu te débrouilles, pour répondre à la question, tu fais tout. Et on se disait que si on utilisait le mode agent tout le temps, ça nous coûterait un max. Donc à la limite, un truc qu'on se disait, c'est qu'on peut peut-être se dire, bah voilà, déjà d'une part, par défaut, on peut peut-être rester sur le mode simple, et on peut peut-être se dire que si jamais en fait le mode simple n'a pas donné de réponse satisfaisante à l'utilisateur, là on peut basculer en mode agent. Une autre manière de se dire, sinon, c'est que c'est l'utilisateur qui doit dire s'il veut passer en mode agent, et dans ce cas, évidemment, c'est en sachant que ça aura un coût plus conséquent. Mais donc en effet, il faut le prendre en compte. Oui. Est-ce que on est limité par le contexte, vu qu'il y a beaucoup plus de tokens? Tu avais dit qu'il y avait une limite Ouais. du contexte. Est-ce qu'au bout de 3-4 phrases, là, on dépasse? Donc la question c'est est-ce que en fait on est limité par le contexte, notamment voilà, lorsqu'on rajoute de l'historique, est-ce qu'il y a un moment où on dépasse la taille du contexte et du coup ça a un impact? Totalement. Donc notamment, il y a là en fait je vous ai montré un modèle d'agent très simple, mais vous avez peut-être entendu parler d'un truc qui s'appelle AutoGPT. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, pour certains oui. En fait AutoGPT c'est une version plus avancée de l'agent de LangChain, mais globalement c'est le même principe. Et typiquement, AutoGPT a été beaucoup testé sur des trucs qui nécessitent beaucoup d'étapes. Et ce que les gens ont observé, c'est que s'ils utilisent la version GPT 3.5 Turbo, donc celle par défaut qui a un contexte de 4000 tokens, bah en fait assez rapidement, ChatGPT il oublie ce qu'il a fait avant. Moi par exemple, je l'avais testé sur un cas où je lui disais de me faire un summary sur le Generative AI. Donc en fait, il allait me faire des recherches sur Google, il prenait des notes dans des fichiers, voilà, pour dire voilà, j'ai trouvé ça, ça et ça. Et il y a un moment où en fait, à un moment, il disait il faut que je revoie qu'est-ce que j'ai écrit. Et je trouvais ça absurde parce qu'en fait, pour moi, il y a à peine une minute, il avait écrit un résultat. Et en fait, il avait oublié. Il était obligé d'aller revoir, mais finalement, est-ce que j'ai écrit des choses ? Et il a fini. Et il y a un moment où il s'est perdu, il commençait à plus trop savoir quel était son but initial. D'expérience, en fait, c'est pas le contexte, c'est pas la taille de contexte qui est limitante. C'est que le modèle, au bout d'un moment, quand il y a trop d'informations, il se perd et il oublie les instructions du début. Et dans les frameworks type LangChain, où c'est très important, en fait, derrière LangChain, il s'attend à ce que ChatGPT lui réponde avec en format JSON très structuré pour qu'il puisse bien fonctionner. Et en fait, quand il y a trop d'infos, bah, il oublie ce truc-là et ça marche plus, quoi. Donc c'est pas... en tout cas, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment la taille de contexte qui soit le problème. Oui. Est-ce qu'on peut lui dire, en complément de ce que je t'ai dit précédemment, pour que ça l'oblige à aller revoir les informations qu'il nous a données? Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en fait... donc là, oui, la question c'est est-ce qu'on peut en fait insister sur le fait que en fait lui réinjecter les informations précédentes et lui dire en complément repose-toi là-dessus. Parce que je l'ai déjà fait et j'ai l'impression qu'il en a tenu compte. Oui. En fait effectivement l'idée c'est de réinjecter en fait l'historique en le mettant en valeur le fait voilà ce qui s'est passé avant et il faut que tu t'en serves. Donc ça c'est quelque chose qui peut marcher. Ceci dit, si jamais il s'est passé beaucoup de choses, on aura quand même ce problème qui est qu'il y a un moment où en fait ça va au-delà de sa capacité on va dire maximale. Mais effectivement la plupart des prompts du type utilisé dans LangChain exploitent ce genre de choses. En fait on lui dit tu vas avoir un historique et il ne faut pas que tu hésites à aller dans l'historique. Et même dans AutoGPT, il y a un truc qui est fait, c'est on lui dit, tu as une mémoire limitée, n'hésite pas à écrire dans des fichiers au cas où, pour ne pas oublier. Donc, en fait, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il est très complaisant finalement. On peut lui donner beaucoup d'instructions et on peut le diriger assez facilement. Donc, effectivement, on peut lui suggérer ce genre de choses. Est-ce qu'on peut utiliser un autre moteur de chat, type GameFaces ou autre que ChatGPT avec LangChain? Donc là, le code que je vous ai montré avec l'agent, etc., la seule chose qui aurait à changer, c'est l'objet de chat qu'on utilise au début. Mais théoriquement, tout le reste fonctionnerait. Par contre, là où vous pouvez avoir de mauvaises surprises, c'est que ChatGPT, à la limite, voilà, ça marche quand même plutôt bien.
même si, comme on vous l'a dit, souvent c'est GPT-4 qui est plutôt utilisé pour ce genre d'utilisation parce qu'il a plus de contexte et qu'il est reconnu comme plus performant. Si vous utilisez un modèle de Hugging Face, et un truc qui risque de se passer, c'est que en fait, peut-être que le modèle, voilà, il sera pas assez puissant et que déjà il risque de se perdre en route. Et aussi, comme disait Marie-Alice, en fait, souvent, pour que ce genre de choses fonctionne, en fait, on dit au modèle, il faut que tu mettes ta réponse dans un format JSON. En fait, on lui dit, il faut que tu mettes ta réponse dans ce format. Et le fait est que autant ChatGPT, il adhère bien à ce genre d'instructions, autant les modèles moins évolués pour le moment, moins forts, ils peuvent ne pas le faire en fait, ne pas prendre en compte cette instruction correctement, et donc en fait ils vont créer une réponse dans le mauvais format, et LangChain il va se plaindre parce que on lui a pas donné le bon format. Ou alors faire des JSON mal formatés aussi. Voilà. Mais sinon le code fonctionnerait, et donc ce qui est bien, c'est qu'à l'avenir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un modèle sur Hugging Face, donc la plateforme qui pour le moment permet en gros de rassembler les modèles open source. On peut imaginer qu'un jour il y aura une version ouverte équivalente à ChatGPT, au ChatGPT actuel. Et donc dans ce cas, le code LangChain il fonctionnera toujours. Et pareil pour Google, si vous voulez switcher de ChatGPT au modèle à Palm du coup de Google, normalement ça sera facile aussi. Mais par contre, il faut prendre en compte que voilà, les modèles ont différentes capacités et qu'il y a des fois où il faut un modèle déjà suffisamment puissant pour que ça fonctionne bien. Oui. La notion de lecture-écriture des fichiers, c'est outillage aussi, c'est pas natif, ça, c'est pas le cas de base. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans ce cas, en fait, c'est formalisé comme un outil. On lui dit, voilà, il y a un outil écrire dans un fichier et il y a un outil lire dans un fichier. Et du coup, l'input pour écrire dans un fichier, c'est le nom du fichier et le contenu à écrire. Et pour lire, c'est le nom du fichier. Et souvent, on lui donne un outil qui permet de lister les fichiers. Et en fait, il y a un dossier, une espèce de workspace où on le force, on le dit, il n'y a que là que tu peux écrire tes fichiers globalement. Et en fait, c'est la logique après le code derrière de LangChain ou d'AutoGPT qui dit, si le chatbot il veut utiliser écrire un fichier, moi j'appelle la fonction Python écrire le fichier avec ce qu'il m'a donné. Et ce qui est assez fou, c'est que ça marche en fait. C'est que voilà, on passe, avec ce genre d'astuces, on arrive à voir quelque chose qui est quand même assez intelligent, assez bluffant par rapport au ChatGPT de base, quoi. Parce que l'exemple avec Macron, en fait, c'est quelque chose qui a priori, c'est un problème qui depuis longtemps essaye d'être résolu dans la communauté de l'IA. Donc le fait de devoir aller chercher des réponses à différents endroits et combiner les réponses pour pouvoir faire la réponse finale, franchement, c'est quelque chose qui est très très difficile et là, le fait que ChatGPT arrive à le faire aussi facilement, alors certes, avec de l'ingénierie, avec du LangChain, etc., c'est impressionnant. On ne pensait pas que ça deviendrait soudainement aussi facile de pouvoir traiter ce genre de situation, en fait. Oui. Je pense que dans la présentation, tu as parlé du fait que pour pas implémenter un chat dans la boîte, mais en essayant d'injecter l'information de la boîte. En fait. Oui. Imaginons qu'on peut injecter l'information de l'intranet. Comme ça, un employé peut dire il voudrait savoir où se trouve cette information-là. Est-ce que ça, c'est possible? Donc, ça fait partie des. Donc, la question, c'est en gros, est-ce qu'on peut envisager par exemple un chatbot qui est connecté à un intranet d'entreprise et donc faire en sorte que les employés puissent poser une question et à la place de devoir aller chercher sur l'intranet, que ce soit le chatbot qui réponde. Ça, c'est un projet qu'on essaye de faire. Ça fait partie justement des projets qu'on a. Et théoriquement, c'est faisable. Si on arrive en fait à avoir d'un côté une partie entre guillemets moteur de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, pour une question donnée, je dois être capable d'aller identifier quelles sont les parties de l'intranet qui sont pertinentes. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est un prompt où on peut lui dire, voilà, moi j'ai fait des recherches pour toi, je te donne les extraits, et à partir de ces extraits, reformule une réponse. Donc théoriquement, oui, ça peut marcher. Si vous voulez faire ce genre de choses, un truc que vous pouvez utiliser qui est aussi disponible dans l'API d'OpenAI, c'est ce qu'on appelle les embeddings. Les embeddings, ça permet en fait de prendre une phrase, de la représenter sous une forme mathématique. Et par exemple, une manière de faire une espèce de moteur de recherche rudimentaire, c'est vous prenez votre intranet, vous le découpez en plusieurs petits morceaux, LangChain permet de faire ça, et chaque morceau, vous le représentez sous cette forme-là de mathématique, sous cette forme de vecteur.
Et donc, lorsqu'une question est posée, on peut calculer en fait l'embedding de la question et on peut aller calculer en fait quels sont parmi tous les extraits de texte, ceux qui sont les plus proches. On peut calculer une espèce de distance si vous voulez. Et l'idée c'est que les embeddings sont faits de sorte à ce que si deux vecteurs sont proches, c'est qu'ils ont un contenu sémantique qui est proche. Et donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire bah tiens, je vais récupérer les 5 extraits de texte tels que en fait leurs embeddings soient proches de celui de la question. Je prends ces extraits de texte, je les injecte dans le prompt de ChatGPT, je lui dis voilà des extraits de texte, maintenant reformule une réponse à partir de ça. Et bah du coup on a quelque chose qui ressemble à ce que tu décrivais. Après ceci dit, cette première partie là moi je la présente comme quelque chose de simple avec les embeddings et tout. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Si vous voulez prendre en compte le titre, la provenance de l'extrait, comment découper intelligemment les extraits pour pas avoir deux morceaux de texte qui normalement se correspondent, qui sont coupés en plein milieu, il y a quand même des problématiques autour de ça. Hein. Mais sur le principe, on peut commencer à envisager ce genre d'utilisation du coup. En fait, même le travail à faire, il est sur ça. En fait, tout le reste, ça se déroule assez bien, quoi. C'est vraiment comment faire cette partie de recherche. Et LangChain, en fait, donne, pour tout ce que je vous ai dit, le fait de charger du texte, donc même de faire du scrapping, par exemple, sur un site, de le découper en morceaux, d'appliquer des embeddings à chaque morceau, de mettre ça dans une base de données, parce qu'il y a des bases de données de vecteurs qui existent aussi. Donc, base vraiment, il y a Redis notamment, d'ailleurs, qui permet de faire ça, entre autres. Et après, de combiner ça avec un prompt, en fait, tout ça, vous pouvez le faire avec différentes briques de LangChain. Il y a vraiment moyen de... LangChain permet de quasiment tout faire. C'est pas encore très mature, il y a des fois où c'est un peu laborieux, mais globalement les briques sont là et il n'y a plus qu'à les mettre ensemble en fait. Oui. Je comprends dans le fait que la formation elle donne quand même à ChatGPT pour qu'il puisse, avec son modèle, donner une réponse. Ouais. Mais est-ce qu'on peut entraîner et l'ajouter sur le modèle existant de une façon de l'ajouter cet entraînement qu'on a fait sur l'intranet. Donc la question c'est en gros est-ce qu'on pourrait intégrer des informations de notre entreprise mais vraiment comme une manière en entraînant finalement ChatGPT avec plutôt que de le on dans l'input, c'est ça On ne peut pas ChatGPT c'est un modèle mais qui n'est pas disponible si je comprends bien. Du coup, on ne pourrait pas l'ajouter à l'entraînement. En fait. C'est pas... Donc, oui, la question c'est par rapport au fait que comme c'est un modèle qui n'est pas disponible, qui est du côté d'OpenAI, finalement, est-ce qu'on peut nous-mêmes lui intégrer des nouvelles informations, l'entraîner un peu? En fait, on peut. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Et alors... Pas sur ChatGPT, sur les modèles d'avant, sur GPT-3. Ouais, sur les modèles de GPT-3, pas 3.5. Sur certains modèles, on peut le faire sur. Donc c'est ce qu'on appelle le fine tuning. Et dans ce cas, la manière dont ça marche, c'est que en gros, il faut formater les données dans un certain format. Donc typiquement, c'est un format où je dis voici en fait un texte et voici ce que j'aimerais que le modèle réponde lorsqu'il reçoive ce texte. Donc vous avez plein de couples, voilà, genre prompt complétion, prompt complétion, prompt complétion. Et vous mettez ça dans un format CSV par exemple. Et en fait, dans l'API, il y a moyen de dire je soumets cette donnée, et j'aimerais avoir un nouveau modèle qui en fait est fine-tuné, en gros un peu entraîné avec ces données-là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va créer un nouveau modèle qui sera du coup hébergé côté OpenAI ou éventuellement sous Azure, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi Azure qui permet d'héberger en fait des modèles OpenAI. Et par contre, alors déjà d'une part, le fait de faire le fine-tuning, ça a un coût en fonction de la quantité de données que vous mettez et du temps que ça prend. Et aussi, le prix en fait au token, vous vous souvenez, là il y a le prix pour 1000 tokens, il sera plus élevé si vous utilisez un modèle que vous avez fine-tuné. 80 fois plus élevé. Voilà, 80 fois plus élevé. Et il y a ça, donc, et en plus, on va dire que ChatGPT ou les modèles d'avant, ils ont vu une quantité de données astronomiques. Donc très très grossièrement, il faut faire le poids entre les données qu'ils ont vues et votre petite intranet. En fait, faire un modèle avec une recherche d'informations, en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus la main sur ce que va répondre ChatGPT. C'est beaucoup beaucoup plus fiable. On peut aussi rajouter des fils. Par exemple, si on se rend compte que la question que l'utilisateur pose n'est pas sur l'intranet, on peut dire
Non, c'est pas une bonne. Enfin, c'est pas ce chatbot qu'il faut utiliser. Enfin, en gros, le fine-tuning, il y a peu de cas où c'est vraiment intéressant au vu des prix, au vu des prompts, à quel point ça marche, etc. Je pense qu'on s'arrête là et qu'on continue la discussion autour de Ouais. Merci.